Tous. Alors, du coup, je tiens à me présenter. Donc, je m'appelle Samy, je suis actuellement étudiant en mathématiques et je suis professeur de maths avec Meeting Class. L'objectif de ces cours, c'est de se préparer pour le bac, de faire des bacs blancs afin de s'améliorer et afin de se préparer pour, euh, pour l'épreuve finale en mathématiques. Donc, ce sera des cours hebdomadaires en live sur Twitch et YouTube où on fera des sujets ensemble. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on est ici pour apprendre. Donc, je vais vous demander de temps en temps de répondre à certaines questions. Et du coup, l'objectif, c'est de s'améliorer. Donc, je préfère que les élèves se trompent et essayent plutôt qu'ils n'essayent pas, mais qu'à côté, quand ils seront face à leur copie de bac ou de bac blanc, ils se trouvent à la ramasse. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a aucune honte à avoir. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer les autres, on est juste là pour apprendre ensemble et pour travailler. Donc voilà, donc je vais demander de temps en temps, et même la plupart du temps, à, aux participants s'ils peuvent répondre aux questions. L'objectif, c'est qu'on fasse du coup un sujet de bac sur un créneau d'à peu près 2 heures et que du coup, ben, à la fin de ce créneau, vous ayez mieux compris certaines notions et, euh, et que vous soyez préparé du coup pour les chapitres en question. Donc vous avez certainement dû recevoir les, euh, les notions qui étaient présentes dans le sujet qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran ensuite pour que vous puissiez lire le sujet, enfin pour qu'on puisse lire le sujet ensemble. Et du coup, par la suite, on travaillera du coup ensemble et on avancera petit à petit et je vous poserai des questions. Donc, vous avez tous accès au chat normalement. Donc, pour les retardataires, je m'appelle Samy. Ouais, donc pour les retardataires, je m'appelle Samy. Comme vous pouvez voir, j'ai pas 50 ans, j'ai pas 45 ans, donc on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me tutoyer et carrément tutoyez-moi, ne m'appelez pas monsieur. Et comme ça, au moins, on est dans une bonne ambiance et ça nous permettra de travailler mieux et d'avancer plus facilement. Donc, on peut commencer directement. Pour les personnes qui viendront un peu plus tard, vous regarderez du coup le replay du live. Donc, on peut y aller. Alors, du coup, exercice 1. Exercice 1, je donne deux fonctions, donc soit f de x qui est égal à x moins 1 facteur d'exponentielle de x, et g de x, une fonction polynomiale, 2x3 moins 3x2 moins 12x plus 4. Donc pour chacune des fonctions, déterminer les intervalles sur lesquels les fonctions f et g sont convexes ou concaves. Alors, pour, euh, pour ce type d'exercice, comment faire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, oui, on va dériver les fonctions. On fait la dérivée première, puis la dérivée seconde. Très bien. Qu'est-ce que ça va nous donner comme information, la dérivée seconde?
Très bien, donc on va dériver une fois et ensuite on va dériver une seconde fois. Donc là, on est bon, on est d'accord. Mais du coup, après avoir dérivé deux fois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette dérivée seconde? Comment on conclut que f est convexe ou concave? Voilà, super. Si la fonction dérivée seconde est positive ou négative, c'est-à-dire qu'on va regarder le signe de la fonction dérivée seconde. Ok? Bah écoutez, on commence par f de x. F de x, en la dérivant une fois, qu'est-ce que ça nous donne? En la dérivant deux fois, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que quelqu'un a une idée? Enfin, est-ce que quelqu'un l'a fait ou quelqu'un peut le faire là en live assez rapidement? Super. Après, on pourra faire une équation pour trouver le point d'inflexion. Top. Donc, on va prendre f de x, on va la dériver. On va la dériver une première fois. Qu'est-ce que ça nous donne? Très bien. Donc, f de x, je suis d'accord. Donc, f de x est égal à exponentielle de x facteur de x moins 1 plus 1. On va développer parce qu'on remarque que deux termes peuvent s'annuler. Donc e de x fois x moins e de x euh, plus alors tu as oublié plus 1 fois e de x plutôt. Donc là, c'est un produit de fonctions. La première fonction u, c'est x moins 1. Deuxième fonction v, c'est e de x. Produit de fonction u'v plus uv'. U', c'est 1 fois v e de x plus u x moins 1 v' e de x. Exponentielle, on sait très bien que sa dérivée, c'est elle-même. Donc ça nous donne quelque chose donc comme ce que tu as écrit, sauf qu'il te manque à côté du 1 fois exponentielle de x. Est-ce qu'on est tous d'accord? Alors, on commence par f, ensuite on regardera g. Donc g, oui, c'est ça, mais premièrement, on commence par f. Donc, donc du coup, donc là, je vous mets. Est-ce que vous avez accès à la correction là? Donc j'ai la correction ici. Est-ce que vous y avez accès? Hop, on zoome un peu. Tac. Ah ok, donc factorise, donc double parenthèse alors. Donc, donc là, comme vous voyez, donc on a f de x, x moins 1, e de x. U de x, on pose comme étant égal à x moins 1. V de x comme étant égal à e de x. U', on dérive ça. Donc 1, sa dérivée est nulle. X, sa dérivée c'est 1. Comme dérivée de somme. Et V', bah, du coup, e de x, la dérivée de x, c'est e de x. Ok, donc on dérive f' de x, ce qui nous donne u'v plus uv'. On remplace par nos valeurs, donc u'1 fois, fois v, donc fois e de x plus u x moins 1 fois v', e de x. On est d'accord? On calcule, donc le 1 ici sert un peu à rien, du coup on l'enlève. Ensuite, on va soit développer, soit factoriser. Mais dans tous les cas, on va tomber sur le même résultat. Donc e de x, moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai développé. J'ai développé mon e de x. Donc j'ai e de x ici qui va s'annuler avec le e de x ici. Et du coup, il va me rester f' de x est égal à x e de x. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc faites-moi un petit check pour confirmer que c'est OK. C'est bon? Top. Ok, parfait. Bon, dès qu'on me dit c'est bon, tant qu'on me dit pas c'est pas bon, je continue, hein.
Donc super, donc là on a dérivé notre première fonction, f' de x, on a x e de x. Très bien, donc après ça, on va redériver une seconde fois, donc la dérivée seconde. De la même manière, on remarque que ici c'est également un produit de fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil. On va poser donc f' de x est égal à x e de x. On va poser u comme étant égal à x, v comme étant égal à e de x. On dérive u' et v', ce qui nous donne donc 1 pour x et e de x pour e de x. On calcule de la même manière, u'v plus uv', ça nous donne une fois exponentielle de x plus x fois exponentielle de x. On est à ce stade-là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par exponentielle. Très bien, ouais, super. C'est ça. Donc ce qu'on va faire ici, dans la dérivée seconde, c'est qu'on va factoriser par exponentielle. Ça va nous donner, donc exponentielle, on remarque qu'il apparaît à gauche et à droite du plus, donc ça va nous donner exponentielle facteur de 1 plus x. Donc ma dérivée seconde, c'est exponentielle facteur de 1 plus x. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que y a des questions? Est-ce qu'on est OK? Donc ici, pour l'instant, c'est des dérivées, vous en faites depuis la première, je crois. Normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, non. Donc n'hésitez pas, dites-moi si on est bon ou pas du tout. Ok, parfait. Donc dites-le moi justement, comme ça après ça nous permet d'avancer un peu plus vite. Ok, super. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour savoir si f est concave ou f est convexe, on a besoin du signe de la dérivée seconde. Donc là, le signe de la dérivée seconde, il va dépendre du coup il va dépendre de 1 plus x. Pourquoi? Parce qu'exponentielle de x, on sait qu'exponentielle est toujours positive. Quoi qu'il arrive, pour tout x, exponentielle reste toujours positive. Donc, on sait que exponentielle est supérieure à 0 strictement pour tout x appartenant à R. Donc, quelle que soit la valeur de x, exponentielle sera toujours positive. Donc, le signe de la dérivée seconde va dépendre de 1 plus x. Ok? On résout une inéquation super rapide. Donc 1 plus x, on regarde quand est-ce que 1 plus x est positif. C'est quand, on passe le 1 de l'autre côté, c'est quand x est supérieur quand x est supérieur à moins 1. On fait notre tableau de signes. On est sur R, donc moins l'infini plus l'infini, avec notre valeur moins 1. F' s'annule seulement quand x est égal à moins 1, la valeur qu'on a trouvée. Et on a dit que 1 plus x était plus grand que 0, donc 1 plus x positif, quand x est plus grand que moins 1. Donc sur cette partie-là, entre moins 1 et plus infini, x est plus grand que moins 1, donc 1 plus x est positif. On va mettre un plus ici et du coup le moins là-bas. Ça nous permet d'avoir les variations de f'. Donc les variations de f', comme la dérivée de f', c'est f seconde, est négative sur moins l'infini plus moins l'infini moins 1, donc elle va être décroissante. Et ensuite, elle va être croissante sur moins 1 plus l'infini. Ce qui va impacter du coup que comme f' est décroissante, alors f est concave sur moins l'infini moins 1, puis convexe sur moins 1 plus l'infini. Et du coup, le moins 1 ici, c'est mon point d'inflexion. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que je repasse sur un passage? Pourquoi E de moins 1? Pourquoi moins E de moins 1? Alors ici, j'ai mis du coup les valeurs aux bornes parce que un tableau de variation est bien rempli quand on remplace les valeurs aux bornes. Ok? Et les valeurs du coup au point qu'on a noté. Donc là, moins E de moins 1, pourquoi? Parce que ici on est sur F'. Donc F' est où?
f', elle est là. On remplace x par moins 1. Moins 1 fois e de moins 1. Moins e de moins 1. On est d'accord? Et ensuite, les limites, là, en moins l'infini plus l'infini. Les limites, quand exponentielle de x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x va tendre vers 0, et x tend vers moins l'infini. On connaît notre théorème sur la croissance comparée. Sur la croissance comparée, on sait que c'est l'exponentielle qui gagne. Donc, exponentielle, la limite d'exponentielle en moins l'infini va l'emporter sur x, qui va tendre vers moins l'infini. Donc ici, on aura 0, et ici, on aura plus l'infini. Pourquoi? Parce que plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. On est bon? On peut passer à la G s'il n'y a pas de questions. Ok. Parfait. Donc, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à envoyer, à envoyer des messages. J'y ai accès. Et comme ça, voilà. N'ayez pas honte ou n'ayez pas de. Voilà, n'ayez pas honte, on avance ensemble. Ok, super. Du coup, la deuxième fonction, on nous donne g de x est égal à 2x puissance 3 moins 3x2 moins 12x plus 4. Donc là, de la même manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver une première fois, puis dériver une seconde fois, et regarder le signe de la dérivée seconde. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la dérivée première, puis ensuite la dérivée seconde? Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la dérivée première et aussi la dérivée seconde, si possible? Alors, f', ouais, du coup, tu as oublié le petit prime. Donc, f' de x est égal, du coup, à 6x2 moins 6x moins 12. Ok, très bien. Et la dérivée seconde, ça donne quoi? Bonjour. Et la dérivée seconde, super, ça nous donne 12x moins 6. Donc là, c'est des dérivées usuelles, c'est des dérivées à connaître par cœur, les dérivées polynomiales. Donc on sait très bien la puissance descend devant, elle prend moins 1 la puissance. Ça, c'est les premières dérivées qu'on vous a introduites. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc est-ce que tout le monde tombe sur 12x moins 6? Normalement, c'est le cas. Ça devrait pas être super compliqué là. Ok, bon, on va avancer. Donc, g de x, on calcule la dérivée, g' de x est égal à ça, g seconde est égal à ça, et on va regarder le signe de g seconde de x. Bonjour Walid. Donc là, on est en train d'effectuer un bac blanc de mathématiques. Là, on est sur un exercice sur la convexité et concavité. Alors, c'est ce que je viens de dire, du coup, convexité pour l'instant et concavité. Donc, on fait un bac blanc, il y aura plusieurs notions, pas qu'une seule. Donc, de toute façon, le live pourrait être revu en streaming, donc il n'y a aucun souci si tu as raté une partie ou si certains doivent s'absenter ou autre.
Ok, donc on continue. On a trouvé G', mais on va regarder quel est le signe de G'. Parce que pour savoir si elle est convexe ou concave, on a besoin de connaître le signe de la dérivée seconde. Donc on va regarder quand est-ce que G' est plus grande que 0. On résout l'inéquation, donc 12x, oui, c'est le programme de terminale, c'est un bac blanc. Donc techniquement, c'est le programme de terminale. Donc dites-moi si vous avez des questions, comme ça après on peut repartir. Donc après, bien sûr, vous n'avez pas tous les mêmes profs, donc peut-être que certains thèmes ont été vus avec certains, d'autres non, mais dans tous les cas, vous les travaillerez au cours de l'année. Ok, bon, on reprend du coup. Donc on regarde quand est-ce. Ah mais toi t'es en première. Ouais, bah c'est des révisions de bac blanc pour le bac de maths de terminale. Donc tu peux sauvegarder la vidéo si tu veux et la regarder dans un an. Ok, bon, on continue du coup. Très bien, donc on tombe sur x supérieur à 6 douzièmes, donc x supérieur à un demi. Très bien. Ce qu'on fait, on va faire le tableau de variation. Il y aura une rediffusion, oui, ce sera en streaming, vous aurez accès normalement. Donc, maintenant, posez-moi des questions, surtout sur les exercices, plutôt que sur tout ce qui est externe à, à l'exo, s'il vous plaît. Comme ça, on avance un peu. Donc, on regarde, on fait notre tableau de variation, on met nos bords moins l'infini plus l'infini, notre valeur qu'on a trouvée sur l'inéquation précédente, donc x supérieur à un demi, on a trouvé que g', enfin g seconde était plus grande que 0 quand x était plus grande qu'un demi. Du coup, g' de 0 est positif sur cet intervalle, puis ici négative, et s'annule en un demi. On fait notre tableau de variation pour G', donc elle est décroissante puis croissante, car moins et plus. On calcule nos bornes, donc G' en moins l'infini. Bon, bah ça vous savez faire, hein. On factorise par la plus grosse puissance, et ensuite tout s'enchaîne. Donc ça nous donne x au carré facteur de 6 moins 6 sur x moins 12 sur x2. Le 12 sur x2 va tendre vers 0, le 6 sur x va tendre vers 0. Et du coup, on aura du 6 fois x carré. Et moins l'infini au carré nous donne plus l'infini. Et de la même manière, ici, on trouve plus l'infini. On remplace notre x par 1 demi pour avoir cette valeur-là. Et du coup, on tombe sur moins 2,5. Du coup, comme G' est décroissante sur cet intervalle, G va être concave sur moins l'infini 1 demi, puis convexe sur 1 demi plus l'infini. Ok. Et du coup, notre point d'inflexion, il est en 1 demi. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Alors, j'attends quand même une deuxième réponse pour passer à autre chose, pour passer à l'exo 2. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que certains ont des questions sur cet exercice? Ok, bon, bah, je prends ça pour un an. Ok, donc on va passer à l'exo 2. Donc dites-vous, à chaque fois qu'on vous demande de calculer la convexité ou la concavité, le premier truc à faire, enfin les seuls trucs à faire, c'est dériver une première fois, puis dériver une seconde fois et regarder le signe de la dérivée seconde.
Il n'y a que ça à faire. Et ensuite, du coup, vous savez que si f seconde est négative, ça implique que f prime est décroissante, donc que f est concave. Si f seconde est positive, ça implique que f prime est croissante et que du coup, f est convexe. Ok, bon, très bien. Du coup, on passe au calcul de limite. Calcul de limite. Donc, on nous donne six limites différentes. Et du coup, on va checker ça. Donc là, je vous laisse aller jusqu'à 40 pour, il est 32, je voulais jusqu'à 40 pour en faire un maximum. Et ensuite, on essaie de regarder ça ensemble. Donc l'objectif, c'est pas seulement que vous m'écoutez, mais aussi que vous travaillez pour, pour gérer, enfin, pour générer cet automatisme et cette rigueur. Donc là, Donc la première, c'est en plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, 2 moins 0. Donc mes x ressemblent à mes n, mais dites-vous que c'est seulement des x. Il y a pas de n dans cet exo.
Ok, bon. 40, du coup, on commence, let's go. Donc on regarde, pour la première, limite de 2x moins 1 sur x au carré plus 5 quand x tend vers plus infini. Ça tend vers quoi? Ça tend vers quoi? Qui a la réponse? Alors, pourquoi vers plus infini? Donc pourquoi vers plus infini? Donc là, si on regarde la limite en plus infini, on a 2x moins 1, donc 2x en plus infini, ça fait plus infini, et x au carré plus 5 en plus infini, ça fait plus infini. Donc là, on fait face à une FI, on est sur du plus infini sur plus infini. Comment on fait pour résoudre ça? C'est une FI, ouais, très bien. On factorise, super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par quoi? Par x. Ok, au numérateur, on va factoriser par x. Donc, la technique, c'est de factoriser par la plus grosse puissance. Donc, au numérateur, on va factoriser par x. Au dénom, on va factoriser par x carré. Donc, ça va nous donner quelque chose de la sorte. Donc, 2x moins 1. Ah, mais carrément, je l'ai factorisé par x, mais on peut factoriser par x carré. C'est exactement pareil. Donc, 2x moins 1, 2x moins 1 on factorise par x, du coup ça nous fait x facteur de 2 moins 1 sur x. Ok. Au dénominateur, ça va nous faire x facteur de x plus 5 sur x. On barre les x car il en apparaît en haut et en bas, et on regarde la limite du numérateur et du dénominateur. Donc ça équivaut à regarder cette limite. Ok. On sait que 2 moins 1 sur x, ça va tendre vers 2, parce que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est 2. C'est 0, la limite de ça c'est 0, donc 2 moins 0, ça nous donne 2. Et on va regarder la limite de x plus 5 sur x, et ça tend vers plus infini. Pourquoi? Parce que 5 divisé par un nombre extrêmement grand, donc vers plus infini, ça va tendre vers 0. Et du coup, plus l'infini, bah, plus l'infini. Donc on a quelque chose de la forme de, donc une constante sur plus l'infini.
ça va tendre vers 0. Un 0 qui est positif. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tu comprends ton erreur du coup? Donc, 2 sur un nombre, 2 sur plus infini. Imagine-toi que tu divises 2 par un nombre extrêmement grand, par un nombre du style 2, enfin 10 puissance 25. Ça va te donner un nombre très 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 petit, avec énormément de zéros. Donc ça va tendre vers 0. Ok, bon, on passe à la suivante. Ici, on a la limite de 4x facteur de moins x moins 1 sur x au carré plus 2 x plus 3. Donc quand on a quelque chose comme ça, le truc à faire, c'est qu'il faut développer. Donc directement, on développe pour simplifier le quotient et avoir, enfin, et enlever les parenthèses, parce que les parenthèses, elles peuvent nous gêner. Du coup, ça va nous donner, en développant 4x fois moins x, donc moins 4x carré, moins 4x, le tout sur, on développe x2 par x, x3, x2 fois 3, 3x2, plus 2x, plus 6. Ça nous donne quelque chose comme ça. Donc on va regarder la limite de ce truc. De la même manière qu'on avait tout à l'heure, on va tomber sur une FI. Donc, ce qu'il faut faire, c'est factoriser par la puissance. Donc, en factorisant, ça revient techniquement à la même chose que regarder la limite de ce truc-là. Et au final, il va nous rester la limite de moins 4 sur x quand x en R plus infini. Moins 4 est négatif, constante. X en R plus infini est strictement positif. Du coup, on divise un nombre négatif par un nombre positif. On va tendre vers 0, mais ce 0 va être négatif. Donc, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de 0, mais du côté des nombres négatifs. On sera à moins 0,000000001 par exemple. OK? Je passe à la suivante. Ici, donc de la même manière, on a x3 plus 2x2 sur x2 facteur de x5. Et on regarde la limite en moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini, du coup on développe, notre dénominateur ça nous fait x2, donc x2 plus 2x, x2 plus 2x moins 5x moins 10. Donc plus 2x moins 5x, ça nous fait directement moins 3x. Okay, donc là, de la même manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser. On sait que bah, ici, c'est exactement pareil. Si on factorise par la plus grosse puissance, les autres termes vont tendre vers 0. Donc c'est équivalent à regarder la limite quand x3, la limite quand x tend vers moins l'infini de x3 sur x2. On simplifie le tout avec les puissances. Il nous reste la limite de x quand x tend vers moins l'infini. Et ça nous donne moins l'infini. Hop. Ensuite, du coup, est-ce que là, enfin, personne n'est perdu? Est-ce qu'on est d'accord? Aucun souci? Dites-moi si ça va vite ou si je vais trop lentement. De toute façon, ce cours, c'est un cours test. Et ensuite, ça va s'améliorer au fur et à mesure des semaines. Donc, on passe à la suivante. Là, de la même manière, on a moins 3x2 plus 5x moins 1 sur 4x au carré plus x plus 1. C'est égal, alors pareil, à moins 3x2 sur 4x carré. Pourquoi? Parce que pareil, on va factoriser par x carré, facteur du coup de moins 3, plus 5x sur x2, moins 1 sur x2. Ces deux termes-là tendent vers 0, ces deux-là vont tendre vers 0 de la même manière. Il va nous rester ça. Ça peut partir, ça peut simplifier. J'ai du x2 en haut, du x2 en bas. Et du coup, la limite, quand x tend vers plus infini, il me reste que moins 3 quarts, ce qui n'est pas dépendant de mon x, et du coup, c'est une limite finie qui est égale à moins 3 quarts.
Ok. Ensuite, la cinquième. Alors, la cinquième, donc, c'est moins 2x sur 3x plus 6. Donc là, on regarde une limite finie. On va regarder une limite finie. Et tuc, 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 tuc. Alors, on va regarder une limite finie. Donc là, j'ai oublié de mettre un moins 2. Donc ici, c'est un moins. J'ai fait l'exercice en mettant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ça? Ouais, j'ai fait 2. Ok, bon. Bon, ça, c'est pas super important. Ce qui est important, ça aurait été de mettre un moins 2, une limite en moins 2, parce que c'est quand mon dénominateur s'annule. Mais là, bon, du coup, je l'ai fait, je me suis pas rendu compte. J'ai calculé bêtement, mais du coup, là, quand on regarde ça, il suffit juste de remplacer le x par la valeur qu'on nous donne, et du coup, bah là, on tombe sur moins 4 sur 12, on simplifie, ça nous fait moins un tiers. Bon, celle-là, elle est vraiment pas intéressante parce que du coup, il n'y a pas le moins 2. Ok. Ensuite, la dernière, la limite de e de x sur x quand x tend vers 0. Donc, on remarque que quand x tend vers 0, bah, e de x va tendre vers 1. Pourquoi? Parce que e de 0 est égal à 1. Et du coup, c'est équivalent à regarder la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x. Et là, il y a une disjonction de cas. C'est plus l'infini si x est positif, moins l'infini si x est négatif. Donc si on va diviser, si on se rapproche de 0 par le côté positif, du coup on va diviser par nombre négatif. On va diviser 1 par 0,00001 par exemple, et ça va nous donner plus l'infini. Si on divise 1 par moins 0,00001, là du coup ça nous donnera moins l'infini. Ok, du coup là c'est deux cas possibles. Faut faire une disjonction de cas et bien définir les deux cas possibles. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur les limites? Est-ce que vous avez des questions sur les limites, sur un point, sur certaines limites, sur certains points, oui ou non? Tu peux expliquer la 6. Yes, bien sûr. Alors, yes, yes. Alors, du coup, donc là, on l'a fait petit à petit. Donc, on regarde enfin, quand x tend vers 0, ce que e de x sur x va donner. Donc, quand x tend vers 0, donc on le fait petit à petit. On regarde d'abord numérateur, puis ensuite dénominateur. Donc, le numérateur, quand x tend vers 0, ça va tendre vers e de 0. Et e de 0, on sait très bien, quand on nous a introduit exponentielle, c'est une des premières informations qu'on nous a données. On nous a dit que e de 0 est égal à 1. Donc ça veut dire que e de x quand x tend vers 0, ça va tendre vers e de 0 qui est égal du coup à 1. Donc e de x quand x tend vers 0, ça tend vers 1. Est-ce qu'on est d'accord pour l'instant? Ok, super. Du coup, c'est équivalent à regarder la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x. Ok? Quand x tend vers 0, ben 1 sur x, ça tend vers 1 sur 0. Et du coup, ben là, j'ai deux choix. Soit mon x est positif, alors je vais diviser 1 par un nombre très 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 petit positif, c'est-à-dire 0,0000001, et ça va me donner plus l'infini. Ok? Est-ce que tu es d'accord? Ok? Bah, du coup, je divise 1 par 0 plus, ça va me donner plus l'infini. Donc si x est plus grand que 0. Et si je divise 1 par 0, mais qui est très petit, mais négatif, donc moins 0,000001 par exemple, ça va me donner moins l'infini. Donc soit plus l'infini si x est positif, parce que j'aurai du positif sur positif, soit moins l'infini, parce que j'aurai du positif sur négatif. Et on sait que 1 sur x en 0, ça tend vers l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, cool. Super. Du coup,
Donc maintenant, on passe à l'exercice suivant. Donc calculer et simplifier. Donc là, on a des exercices, enfin on a des questions avec l'exponentielle et du ln. Il faut calculer et simplifier, donc il faut trouver la valeur de x. Ok? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sur comment faire cet exo? Alors là, personne, enfin aucune idée. Personne n'a d'idée. Ok. Alors, donc là, l'objectif, on a une égalité, on a seulement enfin, on a des égalités, trois questions avec des x et des nombres. Donc l'objectif, c'est de résoudre l'équation, c'est de résoudre l'équation en sachant du coup bah, quelle est la valeur de x qui peut respecter ces égalités. Donc on a des x, on a des nombres. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regrouper les x entre eux et regrouper les nombres entre eux. Comment on va faire? Eh ben, on va utiliser comment dire, les formules sur exponentielle, qui sont les mêmes que les formules des puissances. On sait que a puissance b fois a puissance c, c'est égal à a puissance b plus c. A puissance b sur a puissance c, c'est égal à a puissance b moins c. A puissance b, le tout puissance c, c'est égal à a puissance b fois c. Donc là, voilà, c'est juste la simplification et ensuite on résout. Donc on simplifie, on met tous les x d'un côté, tous les nombres d'un côté. Ça nous permet, ou pas forcément, mais en gros on essaie de simplifier au maximum. Ça nous permet ensuite d'avoir une équation à résoudre et on trouve la valeur de x qui respecte cette équation. Donc je vous laisse jusqu'à 19 heures pour faire la première et ensuite on voit ça ensemble.
Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose pour la première? Est-ce que quelqu'un a réussi à trouver une réponse? Bonjour. Alors du coup, est-ce que quelqu'un a trouvé une réponse pour la première? Ok, je te laisse le temps. Alors bonjour Rawen29. C'est des exercices pour la terminale, donc c'est de l'entraînement pour un bac blanc, c'est des bacs blancs qu'on va faire. Donc c'est de l'entraînement pour le bac en maths, donc c'est des exos pour les terminales. Après, il y a peut-être certaines notions que tu as déjà vues en première, mais enfin, après je sais pas dans quelle classe. Mais voilà, c'est surtout des exercices type bac pour s'entraîner au bac et pour s'améliorer en mathématiques. Alors du coup, pour cette question, est-ce que vous avez trouvé une valeur de x? Ok, très bien. Donc là, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu peux additionner les chiffres entre eux, les x entre eux. Donc à gauche, donc c'est très bien. À gauche, tu as exponentielle de 6x plus 2x, donc ça te fait exponentielle de 8x. Et de l'autre côté, tu as exponentielle de 12 plus 2x moins 3. Donc 12 moins 3, je peux les mettre ensemble, ça me fait exponentielle de 9 plus 2x. Donc, alors, ce qu'on fait du coup, comme donc c'est très très bien, c'est la bonne réponse. Donc comme je vous ai dit, quand on a une multiplication d'exponentielle, vous l'avez vu, c'est comme les puissances, les puissances s'additionnent quand il y a une multiplication. Donc ici, on additionne, on met notre exponentielle, on additionne 2x plus 4x. Comme on a une division par moins 2x, on va soustraire moins 2x. Donc moins par moins, ça va faire plus. Ici, on a exponentielle 6x, le tout puissance 3. Donc là, de la même manière, c'est 6x qu'on va multiplier par 3. 6x qu'on va multiplier par 3. C'est des formules d'exponentielle à connaître. Donc ça va nous donner exponentielle de 18x sur exponentielle de 18x. Du coup, ce terme est égal à 1.
Ici, de ce côté, j'ai donc exponentielle de 2x plus 4, moins, donc plus 2x. 2x plus 2x, 4x, plus 4x, 8x. OK? De l'autre côté, je mets les nombres entre eux. Donc, je fais exponentielle de 9 moins 3 parce que je divise par 3, plus 6 parce que je multiplie par e de 6, et moins 3 parce que je divise par exponentielle de moins 3. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit par rapport à ma question? Alors, je te disais que c'est des exercices préparation bac, donc c'est de la terminale, c'est des exercices de maths qui permettent de travailler sur des exercices type bac. Donc, je ne sais pas si tu es en première ou en terminale, mais c'est ouvert à tout le monde, mais c'est surtout pour les élèves de terminale, pour qu'ils puissent s'entraîner. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu as tout entendu? Est-ce que je répète une troisième fois pour où il y a eu un bug? Bon, ok, super. Très bien, du coup, donc je reprends ce que je disais. Ok, d'accord. Donc du coup, je reprends ce que je disais. X est égal à 1 demi. Très bien. Donc ça va être ça, 1,5. Donc là, je vais faire 9 moins 3 parce que je divise par exponentielle de 3, plus 6 parce que je multiplie, et encore moins 3 parce que ici, je redivise par exponentielle de moins 3. Et je garde le fois exponentielle de 2x. Ok, du coup, ça, je simplifie un peu. Donc moins 3, moins 6, plus 6, 0. Du coup, ça fait exponentielle de 9 fois 2x. Ok, exponentielle de 9 fois exponentielle de 2x. Du coup, comme c'est une multiplication, je peux additionner mes puissances. Ça me fait 9 plus 2x. J'ai exponentielle de 8x qui est égale à 9 qui est égale à exponentielle de 9 plus 2x. Alors là, donc nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de x. On s'en fiche un peu de savoir exponentielle de 8x, ça fait combien, ni de savoir exponentielle de 9 plus 2x, ça fait combien. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la valeur de x. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va annuler notre exponentielle, on va faire disparaître notre exponentielle en faisant apparaître un ln. Donc, on va utiliser la fonction ln, parce qu'on sait très bien que ln annule exponentielle et que exponentielle annule ln. Donc, ln, on va rentrer ln à gauche, mais comme on le rentre à gauche, on est obligé de le rentrer à droite, de la même manière. Du coup, ln d'exponentielle de 8x, ça va se simplifier en 8x. De l'autre côté, ln de 9 plus 2x, ça va se simplifier en 9 plus 2x. Et bien sûr, on peut refaire entrer ln. Pourquoi? Parce que exponentielle est strictement positive. Donc, ln est bien définie. Donc, ici, ça nous donne une équation assez simple. On passe le 2x de l'autre côté, ça nous fait 6x est égal à 9. On simplifie, on divise par 6. Ça nous fait 9 sixièmes est égal à 3 demi, qui est égal à 1,5. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour ceux qui suivent? Ou est-ce que vous avez des questions? Ok, super. Très bien. Donc là, on va passer ensemble sur ln. Donc la deuxième, on a ln de 125 plus 8 ln de 5 moins 2 ln de 25 qui est égal à ln de x. Donc là, pareil, l'objectif c'est de rassembler tous les nombres entre eux et d'utiliser les formules de ln qu'on connaît. Donc ln de 125. Donc je sais que 125 c'est 5 puissance 3. Donc je vais le remplacer ln de 125 par ln de 5 puissance 3. Comme ça, je fais apparaître un ln de 5. Ok? Plus 8 ln de 5, je ne le touche pas. Moins 2 ln de 25. 25, je sais que c'est 5 au carré. Donc je vais faire apparaître mon 5 au carré. Et le égal ln de x ne bouge pas à droite.
On utilise une formule de ln. Ln de a puissance b, c'est égal à b ln de a. Donc là, je fais sortir le 3 devant mon ln. Il me reste 3 ln de 5 plus 8 ln de 5. Et là, de la même manière, je fais sortir mon 2 devant. Ça me fait 2 fois 2, 4, moins 4 ln de 5. Comme ça, j'ai que des ln de 5 et je peux les additionner super rapidement, super facilement. Du coup, je fais donc 3 moins 4 moins 1, 8 moins 1, 1. 8 moins 1, 7, pardon. Du coup, ça me fait 7 ln de 5 à gauche est égal à ln de x. Ici, comme on l'a fait tout à l'heure avec ln, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser exponentielle pour faire disparaître notre ln de x. Ok? Du coup, on fait apparaître notre exponentielle. On fait apparaître l'exponentielle. À droite, à droite, on aura exponentielle de ln de x. Il va nous rester seulement x. Et de l'autre côté, ici, le 7, on l'a devant. On peut le mettre en puissance à côté du 5. On peut le re-rentrer et le mettre en puissance à côté du 5 avant de faire rentrer notre exponentielle. Et du coup, en faisant rentrer notre exponentielle, il nous reste seulement 5 puissance 7. Et du coup, on a directement la réponse à l'équation x est égal à 5 puissance 7. Est-ce qu'on est bon? Ok, super. Du coup, on passe à la dernière. Ici, dans ce cas-là, on avait des ln avec des nombres et ici, j'ai oublié de le noter, x est supérieur à 0, bien évidemment. Donc là, ici, on a des ln avec des informations, des expressions à l'intérieur. Donc avant toute chose, il faut faire quelque chose. Il faut définir l'ensemble des définitions pour chacune des trois expressions. Dès qu'on a du ln avec du x, parce que ln, on sait qu'il est défini seulement si ce qu'il y a à l'intérieur est strictement positif. Donc il faut vérifier quand est-ce que ce qui remplit mon ln, là par exemple le 2x plus 2, quand est-ce qu'il est positif. Donc on regarde les ensembles de définitions. Donc ln de 2x plus 2 est bien défini si et seulement si 2x plus 2 est strictement positif. On résout rapidement l'inéquation. Donc si et seulement si 2x est supérieur à moins 2, et si et seulement si du coup x est supérieur à moins 1. De même, ça c'est bien défini si x plus 1 est supérieur à 0, donc si x est supérieur à moins 1. Et de l'autre côté, le 3x moins 4 est bien défini si et seulement si 3x moins 4 est supérieur à 0, 3x est supérieur à 4 si et seulement si x est supérieur à 4 tiers. Ok? Donc, après avoir fait l'ensemble de définitions de chacune de mes expressions, je prends l'intersection de chacune de mes expressions. C'est-à-dire que ici, je suis sur x supérieur à moins 1. Ici, c'est la même chose, x supérieur à moins 1. Et ici, je suis à x supérieur à 4 tiers. Donc ça, c'est défini. Les deux premières sont définies sur moins 1 plus infini. Et la dernière, elle est définie sur 4 tiers plus infini. Donc, je ne pourrais pas prendre l'intervalle moins 1 plus l'infini parce qu'entre moins 1 et 4 tiers, la dernière n'est pas définie. Donc, on sera obligé de prendre l'intersection. Pas compris l'ensemble de définitions. Ouais, bien sûr. Donc, l'ensemble de définitions, c'est sur quoi ta fonction est définie. Tu vois? Donc, un ensemble de définitions, c'est en gros de dire, cette fonction-là, on peut l'écrire sur un intervalle en question, tu vois. Mais l'intervalle en question, c'est pas ce qu'on veut. Des fois, il y a des restrictions. Par exemple, tu vois, 1 sur x, on exclut le cas 0. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de diviser par 0. Donc, l'ensemble de définitions d'1 sur x, c'est R privé de 0. Donc là, de la même manière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'ensemble de définitions de ln. Et ln, on sait qu'elle est définie seulement quand ce qui remplit mon ln, donc ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses du ln, est strictement positif. C'est-à-dire que ln de moins 4 n'existe pas.
ln de 0 n'existe pas. Ln d'un nombre négatif n'existe pas. Donc ln, à l'intérieur, c'est seulement du positif. Donc ce qu'on doit regarder, c'est quand est-ce que mes expressions sont positives. Ok. Pour ce faire, ben, on va résoudre des inéquations en regardant chacun de mes termes, quand est-ce que ces termes-là sont positifs, pour savoir quand est-ce que ln peut être bien défini. Parce que si 2x plus 2 est négatif, est strictement négatif, ce ln-là ne pourra pas être défini, parce qu'on veut que ça à l'intérieur, ce soit positif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacun des trois cas, quand est-ce que, enfin pour quelle valeur de x l'expression est bien strictement positive, ce qui engendrera du coup une bonne définition, que ln soit bien définie. On résout les inéquations de la sorte et on tombe sur ces trois réponses. Donc x supérieur à moins 1, x supérieur à moins 1, x supérieur à 4 tiers. Est-ce que pour l'instant tu es d'accord avec moi? Ok, super. Du coup, on a nos trois, donc on a nos deux du coup restrictions. Donc, si on prend un x, par exemple, x est égal à moins 10, quoi qu'il arrive, aucune de mes trois ln ne sera définie. Parce que ici, il est défini seulement quand x, enfin les deux là sont définis seulement quand x est supérieur à moins 1. Donc, si je prends un nombre inférieur à moins 1, je ne peux pas être défini, je ne peux pas être bien défini. De la même manière pour 4 tiers. Donc là, ce qu'on doit trouver, c'est l'ensemble de définitions qui va permettre que mes trois ln soient définis en même temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une restriction pour les deux premiers et une restriction pour le dernier. On va prendre l'intersection des trois pour avoir du coup une restriction globale qui va fonctionner quelle que soit ma valeur de x. On est d'accord? Ok, super. Du coup, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'intersection de x supérieur à moins 1 et x supérieur à 4 tiers. Donc, on sait que x supérieur à moins 1, ça correspond à l'intervalle moins 1 plus infini, et x supérieur à 4 tiers, ça correspond à l'intervalle 4 tiers plus infini. Sauf que si on regarde l'intervalle entre moins 1 et 4 tiers, bah, les deux premières, elles sont bien définies parce qu'on est supérieur à moins 1, mais la dernière, elle n'est pas définie parce qu'on est inférieur à 4 tiers. Du coup, l'intervalle qu'on va prendre, ça va être l'intervalle 4 tiers plus l'infini. Comme ça nous permettra d'avoir une bonne définition pour mes trois expressions. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est plus clair? Ok, parfait. Ouais, super. Ok, du coup, ben, on résout, on utilise les formules de ln. On sait que quand on a ln de a moins ln de b, ça revient à faire ln de a sur b. Et ici, on a moins ln de a, ça correspond à 1 sur ln de 1 sur a. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les met ensemble. Donc, le moins, ça devient divisé. Ça nous fait 2x plus 2 divisé par x plus 1. Ln de 1 sur 3x moins 4. On peut, là, les ln sont bien définis. Pourquoi? Parce que on a choisi le bon ensemble de définitions. Et du coup, pour annuler ce ln, on va faire entrer un exponentiel. Parce que dès qu'on a du ln, on veut trouver une valeur de x. La seule manière, c'est de rentrer exponentiel. OK? En rentrant exponentiel, mes ln, ils s'en vont. Il va me rester 2x plus 2 sur x plus 1 qui est égal à 1 sur 3x moins 4. OK? On passe ce truc-là en multiplication ici, c'est-à-dire qu'on le multiplie à gauche et à droite pour l'annuler à droite et le faire apparaître à gauche. De la même manière, le x plus 1, on déplace ici pour que ça nous donne cette ligne-là. OK? Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? Ok, cool. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer. Donc 2x par 3x, ça me fait 6x2. 2x fois moins 4, ça va me donner moins 8x. Plus 6x.
et moins 8. On fait passer le x et le moins 1 de l'autre côté. On les calcule tous ensemble, ça me donne cette ligne. Donc 6x au carré, moins 3x, moins 9. Ok? Ok, super. Du coup, donc là, pour avoir la réponse à cette équation, donc ce qu'on a regardé, c'est que des équivalences. C'est-à-dire que on repart d'ici, ça, c'est égal à ça, si et seulement si ce truc-là, ce polynôme-là est égal à zéro. Donc on va regarder pour quelle valeur de x ce polynôme-là est égal à zéro. Qu'est-ce qu'on va faire? Dès qu'on a un polynôme et qu'on regarde égal à zéro, premier truc que vous êtes censé vous dire, c'est calculer le delta. On va calculer delta. Ok? Dès qu'on a un polynôme de second degré avec un a différent de zéro. Ok? Donc on va calculer delta. Ouais, on est d'accord. Donc on va regarder la valeur de x. La seule manière pour trouver quel est le x qui va annuler ce polynôme, c'est de calculer delta. Ok? Alors pourquoi? Parce qu'en gros, regarde. Par exemple, quand tu as une équation 6x est égal à 2, ce que tu fais pour résoudre ton équation où 6x moins 2 est égal à 0. Donc, ce que tu fais pour résoudre ton équation, tu passes ton 2 de l'autre côté, tu passes ton 6, tu divises par ton 6, ça te donne une valeur de x. Ce que tu cherches, c'est une valeur de x. Quelle est la valeur de x qui va annuler ton 6x moins 2? Donc, est égal à 0. Donc, quelle valeur de x va te donner x égale, enfin, le résultat égal à 0? Ok? Bah, quand tu as un polynôme, de la même manière, tu as 6x au carré moins 3x moins 9. La seule façon pour trouver, enfin, égal à zéro, la seule façon pour trouver quel est le x qui va respecter cette équation, donc quel est le x qui va me donner bah, 6 fois ce nombre au carré moins 3 fois ce nombre moins 9 égale à zéro, le seul moyen de trouver ce x, c'est en faisant delta. Pourquoi? Parce que delta, si mon delta est positif, ça me donne deux racines. Voilà, très bien. Et là, en question, mon delta sera positif, j'aurai 225. Donc, quand j'ai un polynôme de second degré égal à zéro, le seul moyen pour trouver mes racines, pour trouver la valeur de x, pour trouver la bonne valeur qui annule le polynôme, c'est de calculer delta. Si si on avait trouvé un delta négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune racine, ça veut dire qu'aucun x possible dans R annule ce polynôme. Sauf que là, notre ami a trouvé delta égale 225, c'est-à-dire qu'on a deux racines, c'est-à-dire qu'il y a deux chiffres, il y a deux nombres qui vont permettre de résoudre cette équation. Donc deux nombres tels que, en remplaçant x par ces nombres, ça donnera 0. Est-ce que tu as compris? Ok, cool. Du coup, on calcule delta, b au carré moins 4ac. Donc b c'est moins 3, ça nous donne moins 3 au carré 9 moins 4 fois 6, donc fois a fois c fois moins 9. Donc au total, ça va nous donner 225, donc comme on nous l'a dit, qui est égal à 15 au carré. Ok, donc racine de 225, c'est égal à 15. Ok, du coup, nos formules qu'on connaît par cœur, x1, x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, moins 3 plus 3 plus racine de delta, racine de 225, 15, sur 2 fois a, 2 fois 6, 12. Ça me donne 3 plus 15 sur 12, 18 sur 12, 3 demi. Ok. De l'autre côté, ici, il n'y a pas de moins, attention. Alors, pourquoi sur 8? Comment tu trouves 8? Mon delta, il est là. Mon alpha, mon A, pardon.
sur 2A, donc sur 12. Comment tu trouves 8 pour x1? Et s'il n'y a pas de moins? Alors, donc tu as tapé quoi exactement sur ta calculette? Donc regarde si tu as bien noté 3 plus racine de 225 sur 12. C'est pas possible. C'est pas possible parce que au dénominateur, on est obligé d'avoir 12. C'est 2 fois A. 2 fois 6. Alors, elle est où ton erreur? Ouais, voilà. Donc c'est 2 fois 6, attention. Ok. Notre 6, il est là, le A. C'est 2 fois 6. Ok. Du coup, normalement, le premier, tu tombes x1, on tombe sur 3 demi. Et du coup, x2, de la même manière, ça va être 3 moins 15 sur 12. 3 moins 15 moins 12 sur 12. Moins 12 sur 12 est égal à moins 1. On est d'accord? Donc là, j'ai trouvé mes deux valeurs de x telles que ce polynôme s'annule. C'est-à-dire que ces deux-là, c'est les seules valeurs dans R tout entier qui vont, si on remplace les x par ces deux valeurs, donner 0. Donc si je fais 6 fois 3 demi au carré moins 3 fois 3 demi moins 9, ça va me donner 0. Si je fais 6 fois moins 1 au carré moins 3 fois moins 1 moins 9, ça va me donner 0. Et quoi qu'il arrive, c'est les deux seules solutions, parce que delta est positif, il y a deux uniques solutions, telles que le polynôme est égal à 0. Donc là, je trouve mes deux solutions. 3 demi et moins 1. OK? Donc là, il faut faire attention, parce que là, j'ai trouvé mes deux solutions. On a fait le travail, on est bon, mais par contre, attention, parce que ici, on a fixé un ensemble de définitions. On a décidé dès le début de fixer un ensemble de définitions parce que sinon on n'aurait pas pu utiliser la fonction ln car elle n'aurait pas été définie. Ça veut dire que ce qu'on doit trouver, c'est une solution qui est dans mon ensemble de définitions. Donc x, donc comme je l'ai écrit, or x appartient à 4 tiers plus l'infini. Donc on l'a défini comme ça. X il appartient à 4 tiers plus l'infini pour que ce soit bien, comment dire, pour que l'égalité de base soit bien définie, on est obligé d'avoir cet intervalle. Donc pour être bien défini. Donc la seule solution, c'est x est égal à 3 demi. Pourquoi? Parce que moins 1 n'appartient pas à l'intervalle et du coup cette solution-là, on ne peut pas la prendre. Donc ça, il faut faire très attention. Ok? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Super. Ok, cool. Très bien. Du coup, exercice 4. Exercice 4, c'est un exercice sur les suites. Donc, exercice sur les suites qui est vraiment typique, type bac. C'est un sujet qui est tombé, je crois, en 2016, si je dis pas de bêtises, mais c'est vraiment des sujets type bac, donc vraiment similaires. Donc les suites, c'est vraiment des choses qui se ressemblent énormément. Donc si vous arrivez à assimiler le fonctionnement, le mécanisme
et des suites et la rédaction des suites, bah, vous pourrez faire vos exos super facilement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Une société produit des bactéries pour l'industrie. En laboratoire, il a été mesuré que, dans un milieu nutritif approprié, la masse de ces bactéries mesurées en grammes augmente de 20% en un jour. La société met en place le dispositif industriel suivant. Dans une cuve de milieu nutritif, on introduit initialement 1 kg de bactéries. Ensuite, chaque jour à heure fixe, on remplace le milieu nutritif contenu dans la cuve. Durant cette opération, 100 grammes de bactéries sont perdus. L'entreprise se fixe pour objectif de produire 30 kg de bactéries. Ok. Du coup, on modélise l'évolution de la population de bactéries dans la cuve par la suite UN, définie de la façon suivante. U0 est égal à 1000, et pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 1,2 UN moins 100. Alors, question 1, expliquez en quoi ce modèle correspond à la situation de l'énoncé. On précisera en particulier ce que représente UN. Donc là, c'est vraiment une question typique sur le sujet des suites. C'est-à-dire qu'on vous fait un petit paragraphe de blabla en français et on vous demande de traduire ça en langage mathématique et on vous demande juste de montrer que ça correspond bien à ce qu'on vous donne, à la formule qu'on vous donne. Donc là, il n'y a rien de plus, y a rien de plus compliqué que il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, c'est juste expliquer en langage mathématique ce que ça vaut. Donc là, pour tout entier naturel n, notons UN la masse exprimée en grammes, tel qu'ils nous l'ont dit. Donc, hop, ici, tel qu'ils nous l'ont fait comprendre. Ils nous parlent de la masse de ces bactéries mesurée en grammes. On nous dit qu'elle augmente de 20% par jour. Donc, de bactéries d'un kilo à jour. Puisqu'initialement la cuve contient 1 kg ou encore 1000 grammes de bactéries, on a effectivement U0 qui est égal à 1000. Donc là, c'est un peu retranscrire ce qui est écrit. Soit n supérieur à 0, la masse de bactéries de l'année n plus 1 est obtenue en rajoutant à la masse de bactéries de l'année n, c'est-à-dire UN, 0 fois cette masse en soustrayant 100 grammes. Donc comme il est annoncé dans l'énoncé, la masse de bactéries, elle augmente de 20% chaque jour. C'est-à-dire que au jour n plus 1, la masse de bactéries, elle est équivalente à 1,2 fois la masse de bactéries qui était au jour n. Donc, on peut donc noter UN plus 1 est égal à UN plus, et on nous dit aussi que on perd 100 grammes dans l'opération, on perd 100 grammes à chaque fois, chaque jour. Du coup, ici, on a bien UN plus 0,2 UN moins 100. Et du coup, on calcule ensemble, on rejoint ça directement ensemble. Ça nous donne 1,2 UN moins 100. Du coup, là, on a prouvé le truc qu'on nous demandait. Bon, là, vraiment rien de compliqué. L'entreprise souhaite savoir au bout de combien de jours la masse de bactéries dépassera 30 kg. À l'aide de la calculatrice, donnez la réponse à ce problème. Alors là, c'est à la calculatrice, on fait rentrer la suite, on fait rentrer on fait rentrer l'expression de la suite et on regarde quand est-ce que ça dépasse les 30 kilos. Donc là, on a notre petit tableau avec U0, U1 et les valeurs à chaque fois, etc. Hop, tac, 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 hop. Donc là, on est en grammes, bien évidemment, vu qu'on a pris U0 est égal à 1000 grammes. Et du coup, au 22e jour, on est à 28 103. Au 23e jour, on dépasse et on est à 33 624. Du coup, au 23e jour, au bout du 23e jour, la masse de bactéries aura dépassé les 30 kilos. Donc là, encore une fois, rien de réellement compliqué, hein. Très bien. Du coup, on peut également utiliser l'algorithme suivant pour répondre aux problèmes posés dans la question précédente. Recopier et compléter l'algorithme. Est-ce que quelqu'un sait ce que je peux mettre? Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de comment remplir cet algorithme?
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que il faut noter? Donc, alors là, Python, c'est pas mon truc. Donc, là, on nous donne des variables. U et N sont des nombres. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que U prend la valeur 1000. Donc là, on remarque, techniquement, U prend la valeur 1000. Bah, c'est notre U0. Notre U, il commence par prendre la valeur 1000. N prend la valeur 0. Bah, ça correspond aussi à l'année, au jour plutôt. Là, on fonctionne avec des jours. Donc ça correspond au jour. Donc N, on va l'incrémenter, enfin, on va l'initialiser à 0 et U à 1000 pour avoir le U0 est égal à 1000. Ok? Du coup, nous, ce qu'on cherche, c'est de savoir quand est-ce que cette masse, quand est-ce que cette masse va dépasser les 30 kilos. Donc, tant que on va faire une boucle tant que, c'est-à-dire une boucle qui va se répéter tant que l'expression qu'on va noter ici est respectée. Donc, on sait que U, c'est la masse, comme on l'a initialisé à 1000. Donc, tant que U va être inférieur ou égal à 30, inférieur strictement à 30 000, tant que U est inférieur à 30 000, on va faire U qui est la masse U qui est la masse des bactéries va prendre la valeur UN plus 1, c'est-à-dire 1,2 fois U moins 100. Et N va s'incrémenter, il va prendre la valeur N plus 1, c'est-à-dire qu'il va prendre son ancienne valeur à laquelle on va juste rajouter 1 pour passer de U0, U1, U2, U3, etc. Et U, il va prendre du coup son ancienne valeur, on va mettre 1,2 fois U moins 100. Donc ça va nous donner ça. Donc U prend la valeur 1000 tag. Donc tant que U est inférieur strictement à 30 000, donc tant que cette expression elle est respectée, U va prendre la valeur 1,2 U moins 100. Et à la fin, on affiche N pour savoir le nombre de jours. Donc si par exemple on avait commencé là, U vaut 1000, N vaut 0. Donc tant que U est inférieur à 3000, à 30 000, donc là on est bien inférieur à 30 000, ça veut dire qu'on peut rentrer dans la boucle. U, il va prendre 1,2 fois U, donc 1,2 fois 1000 moins 100. Ça va nous donner 1100. Et N va prendre N plus 1. Donc il va prendre sa valeur ancienne, 0 plus 1. OK? Du coup, là, notre U, il a une nouvelle valeur qui est 1100. On regarde, est-ce que ça rentre encore dans notre boucle? Oui, 1100 est inférieur à 30 000. Donc notre U, il va re-rentrer dans notre boucle. Et ainsi de suite, pour obtenir jusqu'à ce qu'on arrive au 22e jour. Donc ici, on aura 28 103 inférieur à 30 000. Là, on rentre dans notre boucle tant que. On calcule notre valeur. N prend N plus 1, donc N égale 23. Et notre nouvelle valeur de U, elle est égale à 33 624. On regarde, est-ce que ça rentre dans le temps que? Non, ça rentre pas dans le temps que, parce qu'on est au-dessus de 30 000. À partir de ce moment-là, il y a fin du temps que, et on affiche la valeur de N, la dernière valeur de N. Donc le Python, en vrai, c'est peut-être compliqué au début parce que c'est nouveau, parce que c'est de l'algorithme, c'est de la programmation qui sort de ce que vous avez vu habituellement, mais en vrai, c'est quelque chose qui est pas si compliqué que ça, et à force d'en faire, enfin, ça devient naturel. Donc, on va passer à la question suivante parce que bon, c'est pas réellement une question super importante. Voilà, elle est pas compliquée. À force d'en faire, ça rentre en tête. Ok, donc c'est ça plutôt les questions les plus intéressantes. Alors, démontrer par récurrence que pour tout entier n, un est supérieur ou égal à 1000. Donc, comment on fait? Initialisation, hérédité, conclusion. On regarde l'initialisation quand n est égal à 0. Ok? Donc, quand n est égal à 0, on a u de 0 qui est égal à 1000 et 1000 est supérieur ou égal à 1000. Ok? Ouais, est-ce qu'on est d'accord?
Oui, super. Du coup, donc on a U0, voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'hérédité. On va calculer, on va checker l'hérédité. Donc, comment faire? On va regarder, donc, on va supposer que la propriété est vraie, que UN est supérieur ou égal à 1000 est vrai pour un certain rang N0, un certain rang K, un certain rang N, grand N, en fonction de ce que votre prof fait, mais c'est toujours pareil, un certain rang. Et on va regarder, est-ce que au rang d'après, la propriété est vraie? Donc, on suppose par exemple que UK, que la propriété est vraie au rang UK, et du coup, on va noter UK est supérieur ou égal à 1000, on suppose que ça c'est vrai. Et on doit montrer que UK plus 1 est également supérieur ou égal à 1000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter UK supérieur ou égal à 1000, et ensuite, on va essayer de construire UK plus 1 en faisant 1,2 fois 1000. Donc là, euh, tac, on est là. Donc, on suppose que UN est supérieur à 1000. Alors, donc 1,2 fois UN, on a multiplié par 1,2 et on a retiré 100. C'est égal, comme on a multiplié par 1,2 et on a retiré 100 à gauche, on fait pareil à droite. Donc, c'est égal à 1,2 fois 1000 moins 100. Et du coup, ça nous donne que UN plus 1 est supérieur ou égal à 1000, qui est supérieur ou égal, qui est UN plus 1 supérieur ou égal à 1100, qui est lui-même supérieur ou égal à 1000. Et du coup, on a bien la propriété vraie pour n égale 0, la propriété vraie au rang n plus 1. On a montré par récurrence que pour tout n, un était supérieur ou égal à 1000. Ok? Est-ce qu'on est clair? Normalement, ça, c'est pas non plus. Donc, les suites, après, c'est assez simple. Mais bon, peut-être que quelqu'un a des difficultés. Ok, parfait. Super. Du coup, démontrer que la suite est croissante. Comment on montre qu'une suite est croissante ou décroissante? Est-ce que vous avez une idée? Comment montrer qu'une suite est croissante ou décroissante? Comment on trouve le sens de variation d'une suite? Alors, on ne va pas calculer la raison. euh, on va pas calculer la raison parce que ça va pas trop nous donner. Si, pardon, excuse-moi, attends, excuse-moi, Enfin, techniquement, oui et non en fait. Oui et non. En gros, pour trouver le sens de variation d'une suite, ce que tu vas faire, c'est surtout calculer un plus 1 moins un. On va regarder un plus 1 moins un, ce que ça fait. Si un plus 1 moins un est positif, ça implique que un plus 1, on passe le un de l'autre côté, un plus 1 est plus grand que un, et que là, du coup, la suite est croissante. Si un plus 1 moins un est négatif, ça implique que un est inférieur que un plus 1 est inférieur à un, et que du coup, la suite est décroissante. Donc, pour trouver le sens de variation d'une suite, il faut toujours calculer un plus 1 moins un. On nous donne un plus 1 ici, on rajoute juste un moins un et on calcule pour voir ce que ça donne. Du coup, ça va nous donner. Alors, un plus 1 moins un, c'est égal, on remplace la valeur de un plus 1 pour faire apparaître du un, à 1,2 un moins 100 moins un. Ok? On fait 1,2 moins un, donc 1,2 moins 1, ça fait 0,2, moins un. 0,2 un moins 100 plutôt. Ok? Or, à la question d'avant, on a montré que pour tout n, un était supérieur ou égal à 100. Ça veut dire que cette valeur-là, cette expression, elle est supérieure ou égale à 0,2 fois 1000 moins 100.
Parce que UN est supérieur ou égal à 100, à 1000, pardon. UN est supérieur ou égal à 1000. On l'a montré à la question A. Donc là, on va utiliser cette information à la question B. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Puisque UN est plus grand que 1000, on en déduit que UN plus 1 moins UN, donc cette expression-là qui est égale à ça, elle est supérieure ou égale à 0,2 fois 1000, on est supérieur donc, car UN est plus grand que 1000, moins 100. Et du coup, en calculant, ça nous donne UN plus 1 moins UN qui est supérieur ou égal à 100, et du coup qui est supérieur ou égal à 0. Comme il est supérieur ou égal à 0, on passe le UN de l'autre côté, ça nous donne UN plus 1 est plus grand que UN, et que du coup la suite est croissante. Est-ce que est-ce que c'est clair? Ok, parfait. Super. Du coup, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On définit la suite Vn par, pour tout entier naturel n, Vn est égal à Un moins 100. Démontrer que la suite Vn est une suite géométrique. Ici, c'est toujours pareil. C'est des questions qui ressortent énormément. C'est des questions qui sont similaires, qui sont toujours les mêmes. Le seul moyen d'y répondre, c'est de calculer Vn plus 1. Donc, on va regarder Vn plus 1. Et du coup, donc Vn plus 1, hop, on calcule Vn plus 1. Du coup, comme notre n a été changé en n plus 1, on va changer le n de un par n plus 1. Ça va nous donner un plus 1 moins 500. Un plus 1, on nous a donné sa valeur en début d'exercice. Donc un plus 1, on va remplacer sa valeur par ce qu'on nous a donné. Donc 1,2 un moins 100 moins 500. Donc on additionne les deux, moins 100 moins 500, ça nous fait moins 600. Du coup, ça va nous donner 1,2 un moins 600. On va factoriser par 1,2. Donc ça, c'est la technique. Factoriser toujours par le chiffre qui est devant le un. Donc on factorise par 1,2. Il va nous rester un moins 600 sur 1,2 qui est égal à 500. Et du coup, ça va nous donner 1,2 Vn. Et là, on a prouvé que la suite a été géométrique de raison 1,2. Donc ça, c'est vraiment des questions qui retombent énormément. Et si vous avez compris comment ça fonctionne, c'est le meilleur moyen pour avoir des points faciles. Du coup, je continue. Tac, tac, tac. Donc de raison 1,2. OK. Et le premier terme, c'est V0. Donc le premier terme, c'est V0 est égal à U0 moins 500. U0 valait 1000, donc 1000 moins 500. Le premier terme, c'est 500. OK? Du coup, exprimer Vn en fonction de Un, puis en fonction de n. Donc Vn, hop, mince. Donc non, exprimer Vn puis Un en fonction de n. Pardon, j'ai mal lu la question. Donc Vn en fonction de n en premier. On sait que Vn est une suite géométrique. Une suite géométrique, on connaît sa formule. On peut exprimer Vn en fonction de n grâce à la formule V0 fois Q puissance n. On a notre V0, on a notre Q, et du coup, on peut le noter. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison Q 1,2 et de premier terme V0 est égal à U0 moins 500, donc 1000 moins 500 est égal à 500. On en déduit que pour tout entier naturel n, Vn est égal à V0 fois Q puissance n, à 500 fois 1,2 puissance n. Ensuite, on nous dit de exprimer Un en fonction de n. Il nous suffit juste de passer ce 500 de l'autre côté. Ça va nous donner Un est égal à Vn plus 500. Donc Un est égal à Vn plus 500. Sauf que Vn, on vient de l'exprimer. Donc on va écrire, on va remplacer par sa valeur 500 fois 1,2 puissance n plus 500. Et du coup, notre expression de Un peut s'écrire comme ça.
Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Ou est-ce que je suis allé un peu trop vite? Normalement, c'est du jus et revu, ça. C'est pas des nouveautés. Donc, est-ce que ce que je viens de raconter, c'est compris? Ok, super. Du coup, donc là, parfait. Du coup, ce qu'on a, donc là, la dernière question de l'exercice, déterminer la suite de la suite 1, 2, 3, déterminer la limite de la suite UN. On sait que UN s'écrit sous cette forme, ok? La limite de la suite, on regarde qui est dépendant de n. 500, non. Ce 500-là, non. Mais là, on a 1,2 puissance n. Donc, c'est ça qui est dépendant de n. Comme 1,2 est plus grand strictement que 1, donc 1,2 puissance n va tendre vers plus l'infini. C'est ce qui est écrit. Puisque 1,2 est strictement plus grand que 1, on sait que la limite de 1,2 puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On en déduit que la limite de un est égale à 500 fois plus l'infini plus 500 qui est égal du coup à plus l'infini. Ok? L'exercice des suites. Et du coup, maintenant, l'exercice 5, le plus simple pour la fin, entre guillemets, c'est les probas. Donc, on va faire ça assez rapidement, parce que normalement, ça cause problème à pas grand monde. Donc, let's go. Alors, on nous dit, l'angine chez l'être humain est provoquée soit par une bactérie, angine bactérienne, soit par un virus, angine virale. On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20% des cas. Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne, mais il présente des risques d'erreur. Si l'angine est bactérienne, si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30% des cas. Si l'angine est virale, le test est positif dans 10% des cas. Ok, on choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note B l'événement, l'angine du malade est bactérienne. Et T l'événement, le test effectué sur le malade est positif. Du coup, on rappelle que si E et F sont deux événements, P de E désigne la probabilité de E et P de E sachant F désigne la probabilité de voilà, blablabla. On note E bar l'événement contraire de E. Représenter la situation par un arbre pondéré. Ça, c'est des questions cadeaux, c'est des questions sur 0,5 mais qui sont pas négligeables. Il faut prendre ces points-là parce que c'est super simple. Donc, euh, du coup, donc là, on a un arbre pondéré, super simple. On nous dit B, l'angine du malade est bactérienne. T, le test effectué du malade est positif. Donc, on aura deux branches B et B bar, donc soit bactérienne, soit B bar, donc pas bactérienne, c'est-à-dire virale. On nous dit que bactérienne, c'est 20%, donc on aura ici pour B 0,2 et on sait que la somme des deux branches est égale à 1, donc 1 moins 0,2 est égal à 0,8. Ensuite, on nous donne comme info que le test effectué, nanana, si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30% des cas. Donc, on nous dit, et que T, le test est positif. Donc là, on est dans un cas bactérienne, donc test négatif à 30% des cas. 1 moins 0,3 est égal à 0,7 parce que la somme des deux branches est égale à 1. On nous dit, quand l'angine est virale, si l'angine est virale, le test est positif dans 10% des cas.
Donc ici, on est dans le cadre d'une angine virale. Le test va être positif dans 10% des cas, donc 0,1. De la même manière, 1 moins 0,1 est égal à 0,9. Ok, donc ça c'est vraiment super simple, hein. Il y a pas de piège, il n'y a pas de problème à ça. Du coup, quelle est la probabilité que l'angine du malade soit bactérienne et que le test soit positif? Donc là, ce qu'on cherche, c'est bactérienne et positif. Donc on cherche une intersection, on cherche la probabilité de l'intersection de B inter T. Comment ça se calcule? 0,2 fois, on suit le chemin. C'est ce chemin, tac, tac. 0,2 fois 0,7, ce qui nous donne 0,14. Voilà, donc c'est B inter T. 0,2 fois 0,7 est égal à 0,14. OK. Ensuite, montrer que la probabilité que le test soit positif est de 0,22. Donc, on cherche la probabilité du test. Donc, attention, il faut prendre ce T-là et ce T-là. Donc ça, c'est la formule des probabilités totales, c'est-à-dire P de T va être égal à P de T inter B et T plus probabilité de T inter B bar. C'est donc formule des probabilités totales, P de T, à connaître par cœur, est égal à P de B inter T plus P de B bar inter T. On calcule 0,2 fois 0,7, le premier 0,14, plus 0,8 fois 0,1, ça va nous donner du coup au 0,08 et du coup au résultat 0,22. Et du coup, on tombe bien sur notre calcul. OK. Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité que son angine soit bactérienne? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le malade a un test positif. Donc on sait que le test est positif. C'est une sorte de phrase pour nous dire que là, on va utiliser un sachant que. On va utiliser un sachant que le test est positif. Et calculer la probabilité que l'angine soit bactérienne, donc on va calculer la probabilité de B sachant T. On sait que le test est positif, on veut savoir la probabilité que son angine soit bactérienne. Donc, tac, il y a 2 fois le même truc. Ok, donc ça, on s'en fout. Du coup, on est là. Donc, il faut calculer la probabilité de B sachant T. La probabilité de B sachant T, on connaît les formules, c'est la probabilité de B inter T sur la probabilité de T. Ok, on a calculé au début de l'exercice la probabilité de B inter T, ça nous a donné 0,14. La probabilité de T, on l'a utilisée juste avant, on remplace par 0,22, on fait le rapport des deux, on tombe sur 0,64. Du coup, la probabilité que l'angine du malade soit bactérienne, sachant que le test est positif, est d'environ 0,64 ou 64%, comme vous voulez. Ok? Est-ce qu'on est clair pour l'instant pour la question 1 et 2? Est-ce qu'on est bon? Ok. Sûr, pas de questions? Si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Ok. Ok, super. Parfait. Du coup, la dernière question, la toute fin. On choisit au hasard 5 malades atteints d'une angine. On note X, la variable aléatoire qui donne parmi les 5 malades choisis le nombre de malades dont le test est positif. Quelle est la loi de probabilité suivie par X? La loi de probabilité suivie par X, bon bah là c'est typiquement question aussi question typique hein, qui tombe. Voilà, super, c'est la c'est la loi binomiale. Parfait. Pourquoi? Parce que on a des événements indépendants et identiques qui suivent chacun une loi de Bernoulli, donc avec un succès et un échec, soit le test est positif, soit le test est négatif, avec une probabilité. Bon, là, c'est du blabla, hein. Pour un malade, il n'y a que deux possibilités.
soit le test est positif, soit le test est négatif. Donc le test est positif avec une proba de 0,22 comme on a montré, quand on a calculé P de T. Ici, le test est positif 0,22. Et du coup, le test n'est pas positif, c'est 1 moins 0,22. Et du coup, 1 moins P, 0,78. Du coup, on fait une répétition de 5 expériences identiques et indépendantes. La variable aléatoire x qui donne le nombre de malades dont le test est positif, c'est donc une loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 0,22. Super. Ensuite, on nous dit calculer la probabilité qu'au moins un des 5 malades ait un test positif. La probabilité qu'au moins un des 5 malades ait un test positif. Donc celle-là, elle n'y est pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est exactement 1. Donc bon, c'est pas grave. Là, c'est exactement 3, qu'il y ait exactement 3. Bon, ça la calculatrice. Du coup, ça nous donne ça. Et la probabilité qu'il y ait au moins un des 5 malades qui ait un test positif, la proba, du coup, c'est au moins 1, c'est supérieur ou égal à 1. Ça correspond à quoi? À 1 moins P de x strictement inférieur à 1, c'est-à-dire P de x est égal à 0. 1 moins P de x est égal à 0, ça nous fait 1 moins combinaison de 0 parmi 5 fois 0,22 puissance 0 fois 0,78 puissance 5. Donc ça, c'est la formule de la loi binomiale. C'est la formule de la loi binomiale quand on a une égalité. Sinon, on peut carrément le faire à la calculatrice directement. Mais ça, c'est la formule de la loi binomiale pour P de x est égal à k. C'est k parmi n fois 0,20, enfin, fois p parmi k. Je la refais. C'est k parmi n fois probabilité puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Et ça donne la probabilité de... ça donne la probabilité pour une égalité, pour exactement un certain chiffre. Ok, parfait. Et calculer l'espérance mathématique de x, comment on fait? Là, il n'y a pas la réponse, mais comment on fait pour calculer l'espérance mathématique de x? Alors, on peut directement écrire le résultat ou non. Pour laquelle, en gros, tu veux écrire quoi? Tu veux écrire P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 0,71 direct? Je te conseille au moins d'écrire P de... Je te conseille au moins d'écrire ce truc-là, parce que imagine-toi que tu te trompes dans la manière, enfin, dans ton calcul de ta calculatrice, au moins, le prof aura compris que, tu vois, tu fais ce calcul-là. Après ça, si t'as pas réellement envie de le faire, bon, après, ça prend pas énormément de temps non plus, mais tu peux au moins écrire ce truc-là et ensuite le résultat. Comme ça, au moins, ce sera, tu montres que tu connais certaines choses. Ok. Super. Et du coup, pour l'espérance mathématique de x suit une loi binomiale. Pour calculer l'espérance d'une loi binomiale, il n'y a rien de plus simple, il faut faire n fois p. On nous donne n est égal à 5, p est égal à 0,22, ça nous donne une espérance de x qui est égale à 1,1. Et voilà, fin du bac blanc. Au revoir tout le monde et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Allez, au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir, ciao.